Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'abord d'être présent, de vous être inscrit et d'être présent sur cette diffusion, sur ce webinaire organisé par Fimea et Adoc. Le thème, vous le voyez, il apparaît à l'écran. Développons ensemble la filière air et odeur en Occitanie. Avant de démarrer ce webinaire, je vais me permettre de me présenter très rapidement. Je m'appelle Fabrice Santamaria. Je travaille pour la société Unicalo, qui est un fabricant de revêtements en éco-conception pour le bâtiment. Nous sommes évidemment très actifs au niveau de la qualité de l'air et à ce titre-là, j'assume les responsabilités et les fonctions de président de Fimea Occitanie avec mon ami Éric Doruto que vous voyez à l'écran et qui est également vice-président de Fimea Occitanie. Je vais me permettre déjà d'entrée de jeu de vous rappeler un certain nombre de règles concernant ce webinaire. Les sons et les caméras sont fermés pour tous les participants de façon à éviter éventuellement des bruits parasites. Rassurez-vous, dans l'outil du chat, vous allez pouvoir effectivement poser des questions et intervenir. Ces questions seront reprises dans l'intégralité, en espérant qu'elles soient évidemment nombreuses. Elles seront reprises dans l'intégralité dans les 10 dernières minutes de ce webinaire et nous tenterons de vous y apporter des réponses. Dans le cas où nous n'y arriverons pas sur l'instant, on aura la possibilité effectivement de vous répondre par la suite et par mail. Il y a un sondage également qui va vous être proposé tout au long du webinaire avec quelques questions. Vous avez à peu près une trentaine de secondes pour répondre à ces questions. Je vous encourage vivement à le faire. Ça nous permet, nous, d'avoir aussi un retour sur ce que nous sommes en train d'enregistrer, car effectivement, ce webinaire est enregistré. La diffusion sera sur la chaîne YouTube de l'ADOC, de l'Agence de développement économique Occitane, et ensuite elle passera effectivement sur les réseaux sociaux des différents intervenants que vous voyez à l'écran. Vous aurez à la fin également de ce webinaire un questionnaire de satisfaction afin de pouvoir contribuer à ce travail collectif et pouvoir permettre encore une fois de continuer à structurer la filière air-odeur. Laissez-moi vous présenter maintenant les différents intervenants que vous voyez à l'écran. Madame Bernadette Conti, qui est effectivement chargée de mission innovation eau, éco-industrie et environnement à l'Agence de développement économique de l'Occitanie. Madame Christelle Michel, qui est ingénieure d'affaires énergie et environnement au sein de l'Université fédérale de Toulouse. Monsieur Lionel Presmanès, qui est chargé de recherche CNRS au sein et rattaché au CIRIMAT, et Monsieur Éric Deroutot, qui est directeur général des entreprises Grise et Keller, qui sont des bureaux d'études d'ingénierie sur la qualité de l'air intérieur, sur l'eau, pour les bâtiments notamment, et pour toutes les typologies de clients type institution. Il est également coprésident de Fimea Occitanie et président de Fimea Nouvelle-Aquitaine. Alors, on a l'habitude de dire à tout seigneur, tout honneur, donc permettez-moi en tant qu'animateur de ce webinaire de vous présenter rapidement Fimea Occitanie. Fimea, c'est la Fédération interprofessionnelle des métiers de l'environnement atmosphérique. L'objectif de Fimea, c'est de fédérer effectivement l'ensemble des acteurs de la filière au niveau national et au niveau régional, puisque nous avons une conviction et une vocation qui est effectivement de se dire que nous devons penser global et agir en local. L'idée, c'est de structurer la filière de l'air et de permettre effectivement que l'intégralité des acteurs et des experts puissent agir et interagir avec l'ensemble de l'environnement industriel qu'on peut retrouver autour de la qualité de l'air. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que l'objectif aussi de Fimea, c'est d'agir auprès des institutions de façon à faire passer les messages qui sont importants pour préserver la qualité de l'air et effectivement pour faire que ce sujet soit un sujet qui soit mis systématiquement sur la table, puisque aujourd'hui on a la chance d'avoir quelque part une conjonction, une convergence de l'ensemble des sujets autour de l'environnement, autour du réchauffement climatique, autour de la qualité de l'air, autour de la santé. Et Fimea, donc,
dans cet objectif, pense global au niveau national et agit en local avec des antennes locales, comme peut l'être Fimea Occitanie. Et maintenant, je vais demander effectivement à Madame Conti, à Bernadette, si elle veut bien effectivement. Ah pardon, pas Madame, pas Bernadette. Je vais demander à Christelle si elle veut bien présenter effectivement l'Université fédérale de Toulouse. Oui, bonjour. Par contre, Bernadette, on ne voit plus la présentation à l'écran. Est-ce que tu pourrais nous la remettre, s'il te plaît? Il y a un petit souci, je pense, technique par rapport à ça. Bon, je vais quand même vous présenter du coup l'Université fédérale de Toulouse pour laquelle je travaille. Moi, je travaille à l'Université fédérale de Toulouse qui regroupe en fait l'ensemble des acteurs académiques du territoire Occitanie-Ouest. Ces acteurs, ce sont des établissements d'enseignement supérieur, c'est-à-dire des universités et des écoles d'ingénieurs. Nous avons un centre hospitalier universitaire ainsi que 143 laboratoires académiques de recherche. Moi, je travaille plus particulièrement sur un dispositif régional qui s'appelle UT-Prime et qui vise à rapprocher les laboratoires de recherche des acteurs socio-économiques. Donc, pour ce faire, nous sommes 4 ingénieurs d'affaires au service valorisation et relations avec les entreprises et nous couvrons la quasi-totalité des thématiques de recherche abordées au sein des laboratoires de notre territoire. Donc, moi, je m'occupe du secteur environnement et énergie et j'ai 3 collègues qui couvrent les secteurs de la santé du vivant, les sciences humaines et sociales, arts, langue et littérature, ainsi que les sciences de l'ingénieur et les nouvelles technologies de l'information. Donc, ce dispositif vise donc à créer des projets de recherche collaboratifs. Donc, pour ce faire, nous pouvons être sollicités soit par les chercheurs des laboratoires, soit directement par des industriels qui aimeraient trouver et pouvoir s'appuyer sur une compétence technique ou scientifique présente au sein de laboratoires. Et les collaborations peuvent prendre plusieurs formes. Donc, ça peut être comme, par exemple, l'accueil de thésards, des consortiums de recherche, ou bien encore le montage de structures mutualisées type LabCom. Donc, je vais redonner la parole à Fabrice pour la suite. Merci Christelle. On voit effectivement que l'UFT est un partenaire important pour pouvoir développer les innovations en région. Maintenant, je vais demander à Bernadette si tu veux bien nous présenter effectivement l'agence de développement en Occitanie. On a là un petit problème au niveau du défilement des diapositives. C'est pas très grave, c'est le début. On y va tranquillement. Voilà, si tu peux réussir à mettre en plein écran, c'est bien. Est-ce que vous voyez la présentation? Je suis désolée, il y a un souci. Est-ce que vous voyez on voit la présentation, mais on ne voit pas en plein écran, mais c'est pas très très grave. Alors, je comprends pas du tout. On a fait des tests juste avant. Je comprends pas ce qui se passe. Est-ce que là, c'est mieux? Désolée pour ce... Ça y est, c'est bien. Très bon. Alors, je reviens avec... Et là, c'est toujours bon? Désolée. Très bien, c'est très bien. Vas-y, Bernadette. Donc, désolée. Alors, effectivement, je suis Bernadette Conti de Charles Mission Innovation au sein donc, de l'Agence de développement économique, l'agence ADOC, et je suis donc chargée de mission eau, éco-industrie, environnement dans le département de l'innovation. Alors, une présentation d'ADOC, en fait, notre mission, c'est d'accompagner les entreprises pour créer des emplois sur le territoire, et pour cela, à travers une double ambition. Donc, d'accroître l'attractivité de la région Occitanie au niveau national et international, et aussi l'accompagnement des entreprises en créant de la valeur et de l'emploi sur l'ensemble du territoire. Alors, l'agence accompagne les entreprises de la région Occitanie à chaque étape de leur vie, que ce soit de la création, à partir de la création jusqu'à la transmission reprise, en passant par tout ce qui est volet croissance, innovation, etc. J'espère que ça va passer. Voilà, donc nous avons 4 métiers sur la partie accompagnement des entreprises à l'agence, que je vais vous présenter rapidement. Donc le volet attractivité,
qui concerne tout ce qui est marketing du territoire et des filières, la prospection d'investisseurs, l'implantation de nouvelles entreprises. Ensuite, nous avons le volet export, conquête des marchés, qui va là s'adresser à tout ce qui est structuration des projets, la prospection d'acheteurs, la promotion des savoir-faire et produits des entreprises régionales en France et à l'international. En troisième, nous avons le métier croissance, qui s'attache donc à tout ce qui est projet de création, investissement ou transmission reprise. Et là, on va pouvoir travailler aussi sur tout ce qui est ingénierie financière et les levées de fonds. Et en dernier, donc, nous avons le métier innovation à laquelle j'appartiens, avec une mission de structuration de projets, d'ingénierie financière et management d'innovation. Sur le volet innovation, nous avons aussi tout un volet particulier sur quelques filières du futur, par exemple l'éolien flottant, le véhicule autonome connecté ou encore l'hydrogène. Et bien entendu, ce travail se fait en collaboration avec les réseaux et nous avons une présence complète sur l'ensemble du territoire de la région Occitanie. Merci Bernadette. Alors on voit, et c'est vital pour le développement des entreprises de la région, on voit qu'ADOC est très investi effectivement dans l'attractivité et dans le développement de l'attractivité du territoire. À ce titre-là, je vous propose maintenant de pouvoir entrer dans le vif du sujet avec la cartographie des acteurs. Et cette cartographie qui nous a demandé plusieurs mois effectivement de travail et de collaboration, vous allez voir qu'effectivement elle met un certain nombre de choses en évidence. Bernadette, veux-tu bien reprendre la main s'il te plaît pour pouvoir effectivement nous présenter les principaux enseignements de cette cartographie d'acteurs? Oui, je reviens donc avec des problèmes pour passer le diaporama. Attendez. Donc, oui, me revoilà. Donc, pourquoi une cartographie de la filière air et odeur? Alors, le constat est venu au fil finalement des projets que j'ai pu accompagner ou qu'on a pu tous accompagner sur la filière des éco-industries, qui représentent les domaines de l'eau, des déchets, de l'énergie, de l'air. Et donc, le constat était de se dire qu'on avait finalement peu de projets d'innovation dans ce domaine, des projets de développement, peu de visibilité des acteurs. Donc, un rapprochement s'est fait avec la FIMEA Occitanie, qui donc, comme vous l'a présenté Fabrice Santamaria, a pour objectif de développer la filière air et odeur en Occitanie. Donc, tout naturellement, pour développer cette filière et monter des projets, il nous est apparu nécessaire de faire une première étape, de faire donc un état des lieux des acteurs de la filière pour avoir une idée de l'importance ou non du nombre d'acteurs et pour connaître un petit peu les actions de chacun. Donc cette cartographie, on l'a effectuée en 2 étapes. Tout d'abord, on a fait partir une petite enquête, un questionnaire qui a été envoyé donc à nos différents réseaux pour donc identifier ces acteurs par catégorie. Ce questionnaire donc, il a été diffusé à partir de février 2020. On a obtenu une centaine de réponses donc, en date du 4 novembre. D'ailleurs, ce questionnaire est toujours actif, est toujours en ligne, donc il y a possibilité encore de participer et de vous identifier si ce n'est pas encore fait. Deuxième étape, on a voulu aller un petit peu plus loin, donc on a contacté les acteurs qui avaient répondu au premier questionnaire afin d'obtenir des informations complémentaires sur à la fois les compétences de ces acteurs et les besoins attentes de la filière. Donc cette seconde partie va vous être présentée un petit peu plus tard. Et donc moi, je vais vous présenter davantage des résultats quantitatifs sur le premier questionnaire. Alors avant de démarrer et d'avoir une petite vision des acteurs qui sont présents sur ce webinaire, on vous demande de bien vouloir répondre à un petit sondage très rapide qui donc vous demande de répondre tout simplement à qui êtes-vous? Donc une entreprise ou un bureau d'études, un laboratoire de recherche, une collectivité territoriale, une administration, une association ou un organisme ou autre. Si jamais vous ne trouvez pas, voilà, vous pouvez toujours répondre autre si les catégories précédentes ne vous... Voilà. Donc, je vous laisse quelques secondes pour répondre à ce premier questionnaire, à ce premier sondage.
Et dès qu'on aura atteint donc l'ensemble des réponses, on va pouvoir afficher le résultat. Donc, en attendant, voilà. Je ne sais pas. Voilà. Caroline, est-ce qu'on a la totalité des participants qui ont répondu au petit sondage? 89% pour l'instant. D'accord, donc on attend encore quelques secondes. Ça va nous donner une petite image, un petit flash de les participants et on pourra voir si ça correspond un petit peu à ce qu'on a pu avoir comme réponse à notre petit questionnaire. Donc voilà les résultats. Donc 50% à se mettre en mémoire, 50% entreprises, bureaux d'études, 26% laboratoire, peu de collectivités administration et associations organismes qui sont très très présents effectivement sur la région. Donc je vais poursuivre. Alors donc vous voyez à l'écran la visualisation de la région Occitanie avec tous les participants, tous les répondants au questionnaire, avec différentes couleurs par entreprise, organisme, association, laboratoire de recherche-développement, administration, laboratoire public. Donc on voit une étendue sur tout le territoire de la région Occitanie. On va rentrer un petit peu plus dans les détails de ces réponses. Alors au niveau du type de structure, nous avons donc eu 104 réponses. Alors, on voit effectivement qu'on a la majorité, ce sont des entreprises et des bureaux d'études. Et ça représente donc 50%. Et donc, c'est à peu près la même chose que le sondage qu'on vient de faire. Vous êtes 50% à nous écouter. Donc, c'est un petit peu... Voilà. Ensuite, nous avons les organismes, associations. Si je me rappelle bien, on avait aussi 25%. Donc, c'est tout à fait représentatif de ce qu'on a pu avoir comme réponse. Et on a une bonne représentation des laboratoires de recherche et développement. Alors au niveau des organismes, associations, dans organismes, on entend tout ce qui est agence lozérienne, par exemple, de mobilité qui a répondu, les organismes de contrôle. Dans tout ce qui est administration, laboratoire départementaux publics, administration, on va voir tout ce qui est chambre régionale d'agriculture, la DRAF, l'agence régionale de la santé, etc. Alors, un focus maintenant sur l'entreprise. Alors, on a voulu voir si on avait des entreprises indépendantes ou des entreprises qui appartenaient à un groupe. Donc, la majorité, donc sur les 49 réponses, nous avons eu 37 qui ont répondu être des entreprises indépendantes. Alors, si on continue sur les entreprises, au niveau de la taille, alors la majorité au niveau de la taille, ce sont des petites entreprises de moins de 10 personnes. On retrouve ensuite, donc pour 60% à peu près, ensuite on a les entreprises de 10 à 250, mais si on regarde cette catégorie, la majorité, ce sont quand même des entreprises moins de 50 salariés. Donc on va dire que globalement, l'état des lieux nous montre qu'on a à peu près un tissu de 80 à 85% qui sont des entreprises de moins de 50 personnes. Alors, ensuite, on s'est attaché un petit peu à regarder la d'abord, c'est la répartition sur par département. Donc, pas de surprise à ce niveau-là. On va retrouver deux gros pôles en Haute-Garonne, autour de Toulouse, et dans l'Hérault, autour de Montpellier, mais avec néanmoins une représentation dans tous les départements de la région. Alors, au niveau de la spécialité, donc là, on a voulu regarder les acteurs qui travaillent plus sur l'air extérieur ou air intérieur. Donc, au niveau des réponses, on a des acteurs qui travaillent à la fois sur l'air extérieur et l'air intérieur, avec néanmoins un petit plus au niveau de l'air intérieur. Voilà. Ça n'est pas représenté sur le diagramme, mais néanmoins, les acteurs qui travaillent uniquement sur l'air intérieur sont supérieurs à ceux qui travaillent uniquement sur l'air extérieur, puisqu'au niveau des réponses, sur les 94 réponses, on a eu
30 réponses d'acteurs qui ne travaillent uniquement sur l'air intérieur, opposé à 9 réponses pour des acteurs qui ne travaillent que sur l'air extérieur. Alors, on continue avec un focus sur les activités au niveau des entreprises et des associations. Voilà, on a voulu savoir un petit peu plus sur quoi travailler et comment ils se positionnaient. Alors, ça représente donc 62 réponses, donc on est vraiment que sur le volet entreprises et associations. Donc, la majorité ont des activités de bureau d'études, de conseil, ingénierie, maîtrise d'œuvre. On va retrouver en deuxième donc tout le volet formation, sensibilisation, qui est là fortement pris par tout ce qui est structure associative. Ensuite, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a 14 réponses d'entreprises qui sont fabricants d'équipements, donc ce qui est intéressant pour le développement, la création d'activités, notamment, et de voir aussi que le volet innovation, recherche et développement intéresse donc 18 acteurs. Bon, potentiellement, c'est plus des entreprises. Donc, dans innovation R&D, on n'a pas du tout ce qui est volet laboratoire de recherche qui ont déjà été présentés avant. Ensuite, dans le volet autres, alors là, on va retrouver tout ce qui est organisme de contrôle, la qualité, certification, et aussi, on a aussi des interventions sur tout ce qui est sociologie. Je continue. Alors, au niveau des domaines d'application, les entreprises, donc ce sont les clients finalement. Le grand volet sera sur la collectivité, suivi par le bâtiment, enfin collectivité, bâtiment, à peu près les mêmes chiffres, la santé, l'industrie et autres. Donc, si on fait un petit focus sur l'industrie, donc les 29 industries, voilà, les 29 personnes, enfin acteurs qui ont répondu au niveau de l'industrie. Donc, on va retrouver tout ce qui est l'industrie du traitement des eaux, des déchets, l'agroalimentaire, chimie, pétrochimie, bon, voilà. Donc, énormément finalement de domaines d'application au niveau industriel, c'est très, très couvert. Si on fait un petit focus maintenant sur les autres répondants, donc là, on va retrouver l'agriculture qui a été mentionnée plusieurs fois, tout ce qui est biodiversité, transport public, et également, on retrouve donc, je vous en ai déjà parlé, la sociologie et la social urbanisme. Donc, moi, j'en ai fini avec la présentation des données quantitatives, donc ça va poursuivre avec les données plus qualitatives, et donc je vous remercie pour votre écoute. Effectivement, je vais reprendre la main. Je te remercie, Bernadette. Ce qu'on voit avec ces résultats, c'est qu'effectivement, on a une filière en région qui est non seulement très active, on voit effectivement se dessiner les deux grands pôles de la région, pas très étonnant finalement dans la globalité. En revanche, ce que l'on peut percevoir, c'est une présence manifeste de nombreuses compétences sur notre région, notamment en termes de qualité de l'air intérieur. Et ce que je vais demander, c'est à Christelle de prendre la main afin de nous présenter ses compétences, en allant un petit peu dans le détail et de façon dynamique, pouvoir nous représenter un petit peu à quoi elles ressemblent ces compétences et comment elles sont habitées par les acteurs de la région. Merci Fabrice. Donc, comme Fabrice vient de vous le dire, moi je vais vous présenter les différentes compétences que nous avons pu recenser sur le territoire, grâce notamment aux entretiens que nous avons eus avec les différents acteurs. Donc, nous avons classé ces compétences dans différentes catégories. Donc, la première que je vous présente ici, c'est la partie qui touche à la métrologie et aux analyses. Et au sein de cette première catégorie, nous avons plus particulièrement tout ce qui touche aux mesures, qu'elles soient réalisées in situ, donc sur site, ou bien en laboratoire. Donc, ces mesures permettent de qualifier et de quantifier les différents composés gazeux, donc comme les composés organiques volatiles, les composés soufrés ou azotés, le benzène, toluène, xylène, le phtalate, les pesticides, etc. Nous avons des acteurs qui sont plus spécialisés sur la qualification et la quantification des particules, donc qui vont regarder plus leur granulométrie, c'est-à-dire la taille des aérosols, ainsi que leur composition chimique.
Certains acteurs, eux, vont plus être sur la partie odeur, donc soit en étudiant leur composition donc gazeuse, soit en mesurant leur intensité. Donc, à partir, cette détection des odeurs se fait à partir d'olfactométrie dynamique. Et nous avons également, au sein de certains laboratoires, des équipements qui sont un petit peu plus complexes que ceux qui servent à qualifier et quantifier tous ces gaz et particules qui sont pour la plupart basés sur des méthodes analytiques de chimie assez classiques, où nous avons des systèmes complexes comme par exemple des bandes dilution multigaz qui permettent de réaliser des tests en atmosphère contrôlée. Nous avons également des compétences autour des capteurs, sur les développements de capteurs. Donc, que ce soit les capteurs en entier, à proprement parler, ou sur le développement de certains matériaux, de micro ou nanotechnologies ou d'électronique fixe et embarquée, qui sont en fait des briques technologiques qui vont proposer ces capteurs de mesure de la pollution. Donc, le deuxième item va concerner plutôt la surveillance et la modélisation. Donc, nous avons regroupé en fait ces deux compétences car les acteurs qui font de la modélisation font aussi de la surveillance et vice-versa. Donc, nous avons bien évidemment une ASCA sur notre territoire, donc une association agréée de surveillance de la qualité de l'air. Nous avons des entreprises et des laboratoires qui font de la cartographie 3D de gaz et de particules à partir de données satellites et ou de mesures effectuées par des drones. Certains acteurs se penchent plus sur de la mesure par capteur IoT, souvent associé à un traitement par intelligence artificielle derrière, ou également via des mesures par capteur passif, où là, c'est plus pour analyser en fait les mesures d'exposition sur du long terme. Donc, le deuxième grand item concerne tous les acteurs qui vont tourner autour, qui ont répondu sous bureau d'études, donc tout ce qui est contrôle et l'étude. Donc, on les a différenciés sous plusieurs items. Donc, le premier, c'est ceux qui vont fonctionner en logique de diagnostic, c'est-à-dire les acteurs qui vont réaliser des audits, mesures, conseils et recommandations auprès des industriels. Ceux qui vont intervenir au niveau des contrôles réglementaires, donc ceux qui vont vérifier la conformité, le respect des normes des installations. Dans l'étude connexe, on a classé tous les bureaux d'études qui n'interviennent pas directement sur la qualité de l'air, mais sur des domaines connexes comme l'acoustique, la thermique, les bureaux d'études qui travaillent sur les fluides, l'énergie. Nous avons également des bureaux d'études qui font de l'accompagnement. Donc là, c'est plus de l'aide à la maîtrise d'ouvrage ou à la maîtrise d'œuvre dans la construction ou la rénovation des bâtiments. Et nous avons également un acteur qui a développé des référentiels techniques et qui délivre un label sur la qualité de l'air intérieur des bâtiments. Donc, dans la troisième catégorie que je vais vous présenter, là, épuration et traitement, c'est là où nous avons recensé le plus grand nombre d'acteurs, que ce soit des acteurs industriels ou académiques. Donc, les premiers, nous les avons classés en logique de source, c'est-à-dire qu'ils ne font pas du traitement de l'air à proprement parler, mais c'est des acteurs qui vont développer des matériaux qui sont peu émissifs, peu polluants. Donc, dans ces matériaux, on va retrouver des matériaux agro-sourcés pour la construction ou l'ameublement, des peintures, mais également des matériaux biocides qui empêchent le développement de contaminants dans l'air, comme les moisissures ou les bactéries. Donc, au niveau du traitement, nous avons recensé un grand nombre de compétences, donc du traitement UV, qui est utilisé généralement pour la destruction des micro-organismes pathogènes ou des COV, notamment dans le traitement des odeurs, de la catalyse photocatalyse, qui est également utilisée pour le traitement des COV, ainsi que l'ozone catalytique. Nous avons de l'épuration biologique qui est basée sur un système de capteurs moléculaires enzymatiques. Nous avons du traitement par plasma pour traiter les gaz, les particules et nanoparticules, mais également qui est utilisé pour faire de la décontamination bactérienne des matériaux.
Nous avons des acteurs qui ont des compétences en filtration, donc soit de la filtration membranaire, qui servent derrière à filtrer des particules, des virus et des bactéries dans l'air ambiant ou dans des salles blanches, et également de la filtration à partir de filtres HEPA, donc High Efficiency Particulate Air, qui sont des filtres souvent associés à d'autres types de filtres, comme des pré-filtres grossiers ou des filtres HAMORTI. Nous avons des compétences aussi en abattement des odeurs, donc des gens qui vont faire du traitement plus spécifiquement lié aux odeurs. Et nous avons des compétences aussi sur les matériaux. Donc, c'est du développement de matériaux qui va capter la pollution ambiante. Donc, nous avons par exemple des matériaux innovants photocatalytiques, des membranes aussi pour la filtration de l'air, ou le développement de matériaux type organogènes microporeux qui permettent d'absorber les différents polluants ambiants. Donc, dans la catégorie suivante, système aérolique, nous avons regroupé des acteurs qui développent ou qui commercialisent donc, les systèmes de ventilation, donc qu'elles soient mécaniques contrôlées, simple flux ou double flux, ou naturelles ou hybrides, des centrales de traitement de l'air pour l'industrie ou le tertiaire. Nous avons également des systèmes d'extraction de gaz, comme par exemple les gros systèmes de ventilation qu'on peut apercevoir à titre d'exemple. Et nous avons également des acteurs qui sont sur la maintenance des réseaux, c'est-à-dire qui vont décontaminer les réseaux de ventilation. La spécificité du territoire occitan réside aussi sur le fait qu'on a repéré un grand nombre d'acteurs qui interviennent sur l'élaboration des odeurs, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être dans le traitement de l'air, mais plutôt dans l'élaboration d'odeurs spécifiques grâce à des outils d'extraction des arômes et des odeurs. Donc, ça va être de la conception de parfums ou d'huiles essentielles qui vont être utilisées pour la parfumerie, la cosmétologie, la pharmacologie ou bien encore l'agronomie. On peut noter également que sur le territoire, nous avons un laboratoire qui accueille un Fab Lab. C'est un Fab Lab dédié aux parfums et aux arômes et qui est équipé entre autres d'un orgue à part. Comme vous l'a présenté Bernadette tout à l'heure, nous avons un certain nombre d'associations sur le territoire et ces associations ainsi que certains laboratoires prodiguent plusieurs formations, donc soit à destination des professionnels qui sont déjà en poste, soit à des étudiants. Nous avons plutôt répertorié des formations post-bac de type master, comme par exemple des formations en génie civil, génie d'habitat, où il va y avoir des modules sur la qualité de l'air intérieur, et également un master sciences de l'océan et de l'atmosphère et du climat, qui va aborder plus les problématiques, on va dire, de pollution atmosphérique extérieure. Donc, ces acteurs vont également faire de la sensibilisation. Ils vont participer, nous avons noté qu'il y avait un certain nombre de projets de sciences citoyennes participatives, sciences participatives citoyennes, pardon. Donc, par exemple, nous avons 2 projets qui permettent à des particuliers d'installer chez eux des capteurs actifs ou passifs pour mesurer les particules dans l'air ambiant de leur domicile. Un de ces sujets a été associé à une étude sociologique pour estimer la perception qu'a le public par rapport aux risques liés à cette pollution particulière. Donc, nous avons également des intervenants qui vont faire de la vulgarisation scientifique auprès de professeurs des collèges ou auprès d'élèves de tout niveau. Nous avons des intervenants qui vont faire des ateliers d'animation pour tout public ou pour des publics ciblés, notamment dans les écoles. Et nous avons aussi pas mal d'intervenants qui vont participer à des conférences ou des débats tout public pour sensibiliser, on va dire, le grand public sur ces problèmes de qualité de l'air. Parmi toutes ces associations que nous avons classées nous en avons classé un certain nombre dans la catégorie influence et incitation. C'est les associations qui, en plus d'informer ou de sensibiliser le public, vont jouer ce même rôle, mais plutôt auprès de décideurs ou d'élus,
afin de les sensibiliser, les acculturer aux problématiques de qualité de l'air et pour voir venir des mesures en faveur de la qualité de l'air prises par ces décideurs. Donc, je vais redonner la parole à Fabrice pour la suite de la présentation. Merci Christelle pour tous ces développements, effectivement. Alors on s'aperçoit d'une chose, hein, vous le voyez, il y a tout un monde autour de la formation, de la sensibilisation. On va parler d'influence, on va parler d'incitation, c'est-à-dire que, vous savez, l'air est quelque chose qui est, j'allais dire encore gratuit. C'est quelque chose qui est effectivement très très présent dans l'ensemble de nos vies, puisque c'est un élément essentiel, c'est une brique essentielle à la vie. On s'aperçoit surtout qu'il va falloir peut-être que les acteurs de la région puissent effectivement agir également en termes de formation, de sensibilisation et d'influence. En tout cas, il semble, au retour de la cartographie, que nous ayons quand même un socle dans la région, un socle de compétences qui soit très solide. Et ce qu'on a pu noter, et c'est ce que Lionel et Eric vont vous présenter maintenant, ce qu'on a pu noter, c'est que de ces compétences résultent également un certain nombre de besoins et d'attentes par les acteurs en Occitanie et que ces besoins et ces attentes sont loin d'être quelque chose d'anodin. Voilà, je passe la parole à Lionel qui la passera effectivement directement derrière à Eric pour vous présenter la suite. Je te remercie Fabrice. Donc bonjour à tous. Effectivement, pour ma part, je vais vous présenter une petite partie des attentes et des besoins et Eric Desrouteaux prendra le relais pour présenter le complément. Donc en fait, on va retrouver au niveau des besoins et attentes qui ont été remontés lors du sondage, on va retrouver un premier gros bloc qui concerne la R&D et l'innovation. Alors, on avait de nombreuses réponses qu'on a essayé de catégoriser. Donc, on va se retrouver en 4 grandes catégories. Et la première va vous sembler assez terre à terre et vénale, mais finalement, c'est le problème du financement. Et cette problématique-là est remontée essentiellement des laboratoires. Alors, la première chose qu'un laboratoire vous dit quand vous lui dites quelle est votre problématique, vos attentes, il va vous dire du financement. Donc, en fait, il a été suggéré qu'il puisse y avoir en région des appels à projets qui soient spécifiques pour la filière air-odeur. Hein. Je veux dire, c'est pas les appels à projets qui manquent pour faire de la R&D ou de la recherche en région, mais par contre, il y a pas forcément des guichets avec vraiment cette thématique identifiée clairement. Un peu de manière en parallèle, il est également demandé des bourses de thèse et de postdoc, hein, puisqu'il y a besoin d'avoir des jeunes personnes pour nous aider à faire de la recherche, à faire le travail de recherche. Un autre problème qui a été remonté par les laboratoires, alors la partie financement est essentiellement une problématique remontée par les laboratoires. Donc une autre problématique remontée par les laboratoires, c'est le besoin de postes académiques. Et là, la demande n'est pas de dire bon, est-ce que la région ou est-ce que je sais pas moi, les instances, FIMA, etc. peuvent faire quelque chose. On le sait très bien qu'ils peuvent rien faire. Ça a été plutôt de dire est-ce que la région et est-ce qu'il peut y avoir des instances ainsi qui puissent jouer le rôle d'influenceurs, inciter, par exemple tout ce qui va être CNRS, université, INP, etc., à peut-être dédier des recrutements de chargés de recherche ou de maîtres de conférences pour des besoins spécifiques de la filière air-odeur. Ensuite, quelque chose qui a été un peu plus spécifique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe à l'échelle nationale de l'ANR des possibilités de faire des laboratoires communs, industrie, laboratoire. Par contre, dès que vous voulez être 2 laboratoires et un industriel, ça c'est pas possible. Et par contre, à l'échelle régionale, dans le passé, il y avait beaucoup de guichets, enfin, beaucoup de choses pour faire des laboratoires communs. Là, aujourd'hui, il n'y en a pas, en tout cas sur cette idée-là de faire quelque chose, une recherche pérenne sur de très nombreuses années, quoi. Donc ça, c'est une demande aussi de pouvoir faire ça avec 2 laboratoires donc
la deuxième catégorie, donc ça fait apparaître des intérêts qui ont été remontés en ce qui concerne la recherche et développement. Donc le premier de ces intérêts concerne le développement de nouveaux matériaux. Donc là, on va retrouver à la fois des matériaux qui vont être peu émissifs, peut-être être intégrés dès l'origine dans le bâtiment, que ce soit dans le bâti, les matériaux d'ouvrage, mais également peut-être les revêtements, les peintures à l'intérieur des maisons ou des bureaux, pour qu'ils soient peu émissifs. Ensuite, des matériaux de rémédiation qui là vont jouer plutôt soit le rôle de la même manière, hein, avoir peut-être le rôle d'absorbant dans des habitations, ou des revêtements qui vont peut-être traiter à l'aide de pigments photocatalytiques, vont pouvoir traiter les COV ou les émissions polluantes à l'intérieur. On va retrouver ça aussi sur des matériaux qui puissent être utilisés pour faire des dispositifs catalytiques portatifs que vous pouvez mettre dans une pièce pour traiter l'air. Et pour finir, on a aussi des besoins, on a vu remonter les besoins en matériaux, développement de matériaux pour faire des capteurs de gaz, pour faire la mesure de concentration de gaz. Le deuxième intérêt dans les thématiques de recherche concerne les mesures à haute densité temporelle et spatiale. Alors là, aujourd'hui, vous avez, dans ce qui est le domaine de la qualité de l'air extérieur, vous avez quelques stations de mesure qui coûtent extrêmement cher, hein, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros, avec des analyseurs dedans qui sont extrêmement précis. L'idée, c'est de développer des capteurs qui soient à forte densité spatiale, c'est-à-dire qui sont très peu coûteux, que l'on peut déployer un peu partout, qui vont donner une réponse très rapide en temps réel, et donc vous allez pouvoir faire une cartographie en temps réel. Alors comme vous avez quelque chose qui est beaucoup moins précis que les stations, l'idée c'est de coupler ça avec des stations et finalement arriver petit à petit à faire une cartographie de la qualité de l'air voilà, dans les villes, surtout dans les endroits de grande densité. Une autre thématique qui a été soulevée, enfin des intérêts ont été soulevés pour le développement de capteurs couplés aux IA, à l'intelligence artificielle. Donc là, effectivement, les capteurs deviennent de plus en plus complexes et de plus en plus complexes à contrôler, enfin à effectuer les mesures. On a beaucoup de paramètres et on se retrouve très rapidement dans le big data. Donc l'idée, ça serait peut-être de céder des IA pour traiter les données, d'abord, les grandes parties de données, et même optimiser le fonctionnement des capteurs en utilisant l'intelligence artificielle ou le deep learning. Voilà. Donc ensuite, la troisième catégorie concerne la mise en réseau. Donc là aussi, une demande très forte de mise en réseau. Alors, des mises en réseau qui concernent étrangement des mises en réseau entre laboratoires eux-mêmes, parce que finalement on pourrait penser que tout le monde se connaît dans le monde académique, c'est pas vrai. Finalement, il y a de nombreux laboratoires qui ne se connaissent pas ou se connaissent peu ou se voient peu. Et puis évidemment des relations qui sont aussi bien demandées par les laboratoires et par les industriels pour avoir des relations laboratoire-industrie. Ensuite, il a été soulevé la problématique, enfin, la nécessité d'avoir un accompagnement par les industriels qui sont impliqués dans la qualité de l'air intérieur-extérieur pour avoir des cahiers des charges, avoir des données concrètes de ce qu'il faudrait dans les capteurs, quelles sont les performances attendues. Donc les laboratoires souvent travaillent un peu de leur côté et ils veulent pouvoir se recaler par rapport à la demande concrète de technique du cahier des charges qui est nécessaire. Ensuite, il y a eu aussi des demandes d'interaction plus grandes avec des organismes, les organismes professionnels de mesure de la qualité de l'air, donc essentiellement celui qui est le plus connu, sont les ATMO, et puis aussi les métropoles, Toulouse Métropole, Montpellier, Métropole de Montpellier, pour avoir justement des interactions concrètes sur des problématiques de mesure de qualité de l'air. Le dernier point dans l'axe, enfin dans le gros bloc R&D innovation concerne les équipements et les infrastructures. Il a été demandé s'il était possible de mutualiser certains équipements qui sont extrêmement onéreux. Alors là, on va se retrouver par exemple. Non, tu as passé Bernadette. Voilà.
Donc là, on va se retrouver avec par exemple, les analyseurs de gaz de référence. Hein. C'est quelque chose qui coûte plusieurs dizaines 10, 20 000 euros par gaz. Après, il y a des multigaz qui coûtent extrêmement cher. On arrive facilement à centaines de milliers d'euros. Donc en fait, l'idée, ça serait voir si on peut pas partager entre laboratoires les analyseurs de référence en ayant un pool d'appareils partagés. Ensuite, il y a des demandes sur la création de plateformes de démonstration. Effectivement, tout ce qui sort, dès que ce soit dans les innovations des laboratoires ou les innovations des laboratoires avec des industriels, pouvoir le mettre en place dans des plateformes de démonstration. Et puis, un peu dans les mêmes idées, mais en allant beaucoup plus loin, c'est-à-dire carrément faire des expérimentations en grandeur réelle pour tester les solutions. Alors, par exemple, ça va être des dispositifs qui soient insérés dans des bâtiments pour faire des mesures de qualité de l'air ou de rémédiation, etc. Il y a un axe aussi émergent, les gens, enfin, on trouve ça à plusieurs niveaux, que ce soit associatif, laboratoire, industriel, pour avoir des projets de mesure avec participation citoyenne. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est demandé fortement. Et puis, bon, un peu plus épisodiquement, il y a aujourd'hui des laboratoires qui font des recherches sur les microcapteurs, des couches sensibles, des microcapteurs. Il y a des laboratoires, il y a des industriels qui intègrent des puces capteurs, mais finalement, le lien entre les deux n'existe pas. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui... Mais bon, ça, c'est difficile. Ça y est pas, ça y est pas. Voilà. Donc ensuite, le deuxième grand bloc, c'est identifier les besoins du terrain. Alors là, on se retrouve voilà, avec la première catégorie qui est le besoin des usagers de l'air. Ça, c'est une demande qui émane vraiment d'un peu tout le monde. Finalement, tout le monde qui travaille dans le domaine de la qualité de l'air a besoin et demande qu'on puisse identifier clairement quels sont les besoins des usagers de l'air. Et que ça concerne, enfin ça peut concerner aussi bien les abattements d'odeurs, par exemple le masquage aussi des odeurs pour des arômes ou parfums, les problèmes de polluants au sens large et également les techniques de mesure. Et puis finalement, la deuxième catégorie dans ce besoin d'identification des besoins du terrain, ça a été de réaliser une cartographie des secteurs ayant des problèmes de qualité de l'air. Tu peux avancer d'un cran, Bernadette, si tu peux. Voilà. Donc, la cartographie des secteurs ayant des problèmes de qualité de l'air, déclinés par exemple au niveau de l'industrie, du bâtiment et des collectivités. Je laisse la place à Eric pour la suite. Donc, bonjour à tous, merci Lionel. Donc, effectivement, dans les besoins complémentaires qui sont apparus, on l'a vu au travers de cette cartographie, c'est évidemment les sujets de formation et de sensibilisation. Alors d'abord, en premier lieu, la sensibilisation, où avec le besoin de prendre en considération l'air comme une donnée essentielle de la vie et dans notre environnement de tous les jours. Et cette sensibilisation, elle doit se faire évidemment au niveau des politiques pour leur donner une prise de conscience, pour leur donner de la matière à cette prise de conscience. Cette sensibilisation, elle se fait également au niveau des plus jeunes, puisque c'est par eux qu'on va d'abord changer aussi ce mode, cette prise en compte, et en faisant notamment des interventions dans des lycées, dans des collèges ou dans des écoles, voire même peut-être parfois dans des maternelles à ce moment-là. La sensibilisation, elle se fait également au niveau des besoins, au niveau des professionnels, pour que là aussi, ils prennent conscience de l'environnement, que ce soit dans un bureau, que ce soit dans une industrie, pour qu'ils prennent conscience de l'environnement dans lequel évoluent les acteurs à l'intérieur du bâtiment, et bien évidemment au niveau de l'extérieur, au niveau des rejets. La sensibilisation, et ça c'est un gros fort, comme on l'a dit, il y a beaucoup d'associations sur notre région, et avec cette sensibilisation autour de l'air, avec la participation citoyenne, avec la participation du particulier, et qui fait que là aussi, on a un vrai sujet de prise de conscience, et c'est par cette prise de conscience qu'on verra que cette dynamique de l'air se déclinera dans le futur. Le deuxième item, c'est évidemment l'information. Alors, on en a évidemment parlé au travers de comment financer cette formation, à la fois pour les acteurs qui la délivrent et comment pour ceux qui veulent la recevoir.
Et évidemment, donc cette logique de financement qu'on a déjà pas mal évoquée. Et la deuxième partie, c'est cette notion de formation, mais plus dans une logique de trouver des professionnels ou trouver comment former le public de maintenant ou les étudiants de maintenant à des formations autour de la dynamique de l'air. On verra, il y a des solutions qui commencent à émerger et qui prennent du temps. Voilà, donc ça c'était la première partie sur la sensibilisation. Je voulais venir sur la qualification des acteurs de l'air. Alors, on l'a décliné selon deux éléments. Le premier, c'est l'accompagnement des industriels ou des professionnels dans leur ensemble, avec notamment le besoin de recruter des profils qu'on ne retrouve pas, puisque ce métier où cette thématique commence à prendre de l'essence au travers de la qualité de l'air extérieur, mais qui commence à se développer aussi pour la qualité de l'air intérieur. Et c'est dans ce registre-là qu'on travaille notamment chez Fimea avec les Compagnons du Devoir, avec le Greta, pour commencer à traiter et à former à créer une formation qu'on appelle la formation ventiliste, qui est en train d'être déposée au niveau de l'Assemblée nationale, pour que justement on puisse créer une formation dédiée ou à des artisans qui travaillent déjà et qui sont amenés dans la création de bâtiments à poser de la ventilation, parce qu'on sait souvent que la VMC que l'on pose, c'est en général le dernier corps d'État qui le traite. Donc c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup d'irrégularités ou d'imperfections au niveau de ça. Et la deuxième partie, c'est effectivement de créer, comme on l'a dit tout à l'heure, pour créer des profils, de créer donc un cursus de formation à destination des étudiants pour justement donner une vraie place à cette notion de ventiliste. Le deuxième point, c'est effectivement, comme Lionel en a beaucoup parlé, sur le financement des universités et des labos, parce que les labos ont beaucoup d'idées, les entreprises ont beaucoup de besoins également, et qu'il faut mettre ce lien entre les deux, et que nécessairement, on aura besoin des investissements des PME et des sociétés pour pouvoir avancer et de manière collégiale. Le troisième item que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, Bernadette, si tu peux passer à la slide suivante, merci, c'est évidemment la notion de marché de l'air ou de coût de l'air. On l'a dit, et heureusement, fort heureusement, l'air est un bien gratuit, mais c'est également à ce moment-là une logique où on a besoin d'un modèle économique de l'air pour que les gens puissent le prendre comme une considération importante avec des gains bénéfiques que ce soit sur des coûts sociaux, évidemment, d'absentéisme, de productivité, et bien évidemment sur des coûts de bien-être ou de confort de vie. Donc, évidemment, ce cours socio-économique est en train de se créer. Beaucoup d'Américains, les Américains ont pas mal travaillé sur le sujet, et le nord de l'Europe aussi. On commence à s'y mettre, nous aussi, en France, depuis quelques années. Et effectivement, on a besoin de retour dessus, mais effectivement, c'est un vrai sujet qui permettra aussi de dynamiser la filière. Et le deuxième partie, c'est évidemment la notion d'indice, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard, sur comment qualifier cette logique de qualité d'air. Le deuxième item, c'est une fois qu'on a parlé effectivement de ce besoin lié au modèle économique de l'air, c'est comment finalement valoriser positivement l'air d'abord dans un point de temps. Et quand je voulais évoquer ça, c'est au niveau de la notion de ce qu'on pourrait appeler un air respirable ou un air potable. Donc déjà, on a besoin de définir ensemble qu'est-ce qu'un air respirable, qu'est-ce qu'un air potable, et évidemment par la suite de savoir comment le valoriser et de manière de le valoriser de manière positive. Aujourd'hui, on a souvent un discours qui, quand on parle de qualité de l'air, qui est relatif à pic de pollution, 20 km/h de moins sur la rocade et ainsi de suite, mais il y a aussi cette valorisation positive qui fait qu'on travaille mieux, on se sent mieux et on vit tout simplement mieux. Le quatrième point, pardon, c'est évidemment le sujet réglementation, où on voit qu'il y a énormément d'attentes. Donc, j'en revenais notamment, premier point qui nous sont venus à l'esprit sur cet item, c'est l'indice de la qualité de l'air, où on a évidemment les indices de qualité de l'air, notamment extérieur, qu'on pourrait qualifier de régalien avec Atmo,
qui nous définit effectivement l'air dans lequel l'air que l'on partage et que l'on vit dans nos belles cités. La deuxième partie, c'est cette notion de qualité de l'air comme étant une notion référentielle, donc avec des éléments qui sont plutôt des valeurs réglementaires et des éléments qui sont plutôt des valeurs cibles données par certains organismes, que ce soit l'OMS, l'INRIS, les laboratoires départementaux ou autres. Cette notion de qualité de l'air aussi, finalement, elle se définit par une logique de comment qualifier la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments. On voit déjà que la réglementation, on en parlera tout à l'heure, mais la réglementation, elle évolue énormément au travers de ça. Et puis, une vraie problématique ou une vraie interrogation autour de la qualité de l'air intérieur, dit dans les endroits confinés, qu'on pourrait parler des avions, on pourrait parler des tramways ou autres, où effectivement, il y a des vrais sujets, où il y a une massification de personnes à un endroit et de savoir comment on évalue ce sujet-là. Donc, autour de cet indice de qualité de l'air qui reste à définir et sur lequel beaucoup de personnes travaillent pour le rendre compréhensible, il y a effectivement la notion de réglementation existante. Alors, il y a le décret des ERP de 2016 qui instaure une réglementation d'abord, dans un premier temps, qui a été liée dans les ERP recevant du public de moins de 6 ans et qui s'est après décliné sur tout ce qui va être collège et lycée pour 2020 et qui va se décliner plus tard sur 2023 sur toutes les autres ERP qui ont une destination avec un public sensible, notamment tout ce qui va être EHPAD, voire hôpital. Donc effectivement, avec cette notion de réglementation qui est intéressante puisqu'elle n'est pas dans une logique volontairement punitive, elle est vraiment dans une logique d'accompagnement avec des mesures et surtout des plans d'action et des prises de conscience que l'on peut mener. Cette réglementation existante, elle est évidente au niveau des expositions, des expositions des personnes autour des pollutions spécifiques, voire des non spécifiques, notamment dans les industries ou dans les laboratoires. La réglementation existante au niveau évidemment des rejets industriels, de la mobilité, et la réglementation existante que l'on voit sur la RT 2012 ou la RT 2008 où il y a une logique thermique ou économie d'énergie qui avait été très très développée par rapport à cette partie-là. Et enfin, une réglementation à venir avec évidemment la RE 2020, donc la réglementation environnementale 2020 dont on voit le jour, dont on a quand même beaucoup de prémices aujourd'hui et qui intègre justement cette notion de pas uniquement énergie, mais énergie plus notre environnement dans lequel on vit tous les jours et notamment l'air. La réglementation à venir sur les évolutions des ERP, donc qui évoluera, et l'évolution du référentiel, qui lui aussi peut être amené à évoluer, et notamment au travers des valeurs qu'on pourrait appeler valeurs guides qui pourraient évoluer. Donc effectivement, tout un sujet encore plein d'interrogations, même si en fort développement et avec cette notion d'accompagnement. Finalement, le cinquième item, pardon, c'est cette mise en synergie. En fait, en considérant que l'air n'est finalement pas une seule matrice parmi tant d'autres, mais que l'air est un peu transversal au travers de tout, et qu'il faut le voir dans son ensemble, dans sa globalité, que ce soit avec l'air et l'eau, on le voit bien dans des piscines, on le voit bien autour des moisissures ou autres, qu'il y a une interaction très forte entre l'air et l'eau et qu'il faut avoir cette vision-là. Elle est également évidente entre l'air et l'énergie pour que aujourd'hui nos bâtiments qui sont quand même relativement étanches à l'extérieur pour des problématiques d'économie d'énergie, on a besoin d'échanges avec cet air et donc effectivement il y a ces corrélations qu'il faut être amené à prendre et donc pas considérer l'air uniquement tout seul mais l'air avec ces éléments. Et évidemment l'air influe énormément au même titre que l'eau sur la santé et donc ces interactions-là sont primordiales. Dans cette mise en synergie, c'est aussi la notion de réseau. On l'a vu au travers de cette cartographie qu'il y a énormément d'acteurs en Occitanie et c'est une très belle chose. Et que finalement, ces acteurs, on les a sentis assez seuls dans leur coin
et ils sont en demande d'une complémentarité pour travailler ensemble, pour évoluer et créer en ce sens, soit au travers d'échanges techniques, soit au travers de réponses communes, par exemple ça peut être fait sur des appels à projets ou autres, soit carrément proposer même des produits communs qui permettraient d'avoir des produits communs locaux occitans, avec le label Occitan. Donc effectivement, on a toutes ces capacités, toutes ces compétences et que justement c'est peut-être ces bons moyens et en tout cas ces cartographies qui nous permettent de relever ça. Et enfin, le dernier besoin, c'était l'impact lié à la qualité de l'air, au sens large, qualité de l'air extérieur. Alors, qualité de l'air extérieur, on le sait tous, elle évolue énormément ou elle est très influencée au travers de la mobilité, du rejet industriel, avec son impact climat. On voit bien quand il fait très chaud ou quand on peut retrouver des pics de pollution et donc qui vont avoir une influence très forte sur nos actions au quotidien et et tout simplement sur notre vie. Et au travers de cette qualité de l'air extérieur, et ben finalement, beaucoup se posent la question, et très légitimement, du lien entre qualité de l'air extérieur et qualité de l'air intérieur, où on voit souvent que c'est un monde cloisonné. Les uns travaillent sur la qualité de l'air intérieur, les autres travaillent sur la qualité de l'air extérieur, et que finalement, il est évident qu'il y a un lien d'échange très fort, qu'il faut aussi de travailler à matérialiser de plus en plus pour que justement ce lien d'échange que l'on voit dans nos bâtiments entre l'intérieur et l'extérieur eh ben, puisse se matérialiser de manière plus forte. Et enfin, parce que la situation nous l'oblige au quotidien depuis de nombreux mois maintenant, c'est la problématique ou le lien ou les besoins qui existent entre la qualité de l'air extérieur, la qualité de l'air intérieur et évidemment le Covid. Est-ce que le Covid peut être comment il évolue, comment il est influencé dans l'intérieur, donc on voit, on apprend de plus en plus, il y a encore beaucoup de choses à apprendre et donc des mesures d'accompagnement à prendre en compte par rapport à ça. Voilà, merci Fabrice, je te laisse la main. Merci Eric, avec le micro c'est mieux, voilà. Merci Eric, effectivement. Je pense que c'est à cet instant qu'il serait peut-être intéressant de mettre la deuxième partie du sondage. Est-ce que c'est possible? Voilà, très bien, parfait, impeccable. Donc vous avez une petite trentaine de secondes rapidement pour y répondre. Je vous laisse y répondre tranquillement. Nous avons encore une petite demi-heure de webinaire, 10 minutes que j'aimerais consacrer à vos réponses, à vos questions, donc à vos réponses qu'on va vous apporter, et puis une petite vingtaine de minutes. On va voir ça tout de suite après pour vous présenter un plan d'action. Alors, vous avez en face de vous la question. Est-ce qu'on peut me dire où est-ce qu'on en est sur le nombre de réponses? 15%. 15%. Fabrice, peut-être préciser que GT, c'est groupe de travail. Oui, ça, groupe de travail, effectivement, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce genre de dénomination. Donc l'idée, hein, c'est ça, c'est effectivement vous présenter quelques possibilités en termes de groupe de travail. 67%. 67%. On va attendre encore quelques secondes. Allez, alors on s'aperçoit effectivement qu'il y a des GT qui intéressent. Bon, c'est aussi dû effectivement à la forte présence. Hein, donc GT Innovation Recherche. On sent bien effectivement que la filière R en Occitanie est tenue par des sujets importants, la recherche, l'innovation, la sensibilisation, la communication. Donc on a besoin, et on l'a vu finalement sur ces résultats qui nous ont été présentés, à la fois sur les résultats quantitatifs de la cartographie, sur les résultats effectivement en termes de compétences présentes dans la région, ce qui nous permet d'avoir un socle structurant, et puis sur les besoins et les attentes. Alors, on va revenir effectivement sur
sur le plan d'action, on a essayé de tirer un bilan en fait de la région. Et dans ce bilan de la région, on s'aperçoit d'une chose, c'est que on peut en retirer des forces, des faiblesses par rapport à la filière en elle-même en Occitanie. Et ce qui peut être extérieur à la filière, ce sont effectivement les menaces et les opportunités. Je vais commencer par les forces. Les forces, on le voit, les résultats sont clairs. On a de nombreuses compétences au sein de la région, qu'elles soient académiques, scientifiques, associatives, entrepreneuriales. On a donc une véritable pluridisciplinarité des acteurs économiques, avec des fabricants, des bureaux d'études, des négociants, mais également tout ce qu'on peut effectivement trouver autour de l'aspect sociologique du sujet de la qualité de l'air. Et on sent bien qu'effectivement, la qualité de l'air est un sujet qui va également toucher à des domaines connexes, des domaines complémentaires, l'eau, l'énergie, la santé. Finalement, tout ça, toutes nos forces sont le reflet aussi de l'ensemble de la conjoncture et de l'ensemble des sujets qui sont mis sur la table depuis maintenant plusieurs mois, y compris par les exigences de la société civile. Alors en face de ces forces, effectivement, on peut noter aussi dans la région quelques faiblesses. Notamment, Lionel en a parlé, mais une faiblesse en termes du personnel qui peut être manquant en recherche et développement. Souvent, d'ailleurs, c'est lié à un manque de financement. Et ce manque de financement, il est notamment très ciblé puisque, en termes de recherche et développement, on a des problématiques qui sont très spécifiques. Donc, on a un manque de financement spécifique, effectivement. Dans les faiblesses, on note aussi une absence de référentiel reconnu pour la qualité de l'air. Eric vous en a parlé. Il y a cette notion de qualité de l'air, d'air respirable, d'air potable, qu'il est important qu'on réussisse à définir de façon un peu plus précise, et cela pourra effectivement se faire et on pourra développer des référentiels si on continue de structurer la filière et également d'identifier non seulement les acteurs de la filière, mais également les usagers. Parce qu'on s'aperçoit que dans l'ensemble des besoins et des attentes qui vous sont présentés, il y a notamment la notion d'usager de l'air sur lequel on peut avoir une problématique pour agir. Et notamment pour agir sur les usagers de l'air et pour agir sur la qualité et la préservation de l'air, eh bien, il nous faut réussir à former. Et ça, c'est une faiblesse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une formation initiale qui est faible et qui est diffuse en réalité. On note effectivement une formation initiale qui est très universitaire à un niveau post-bac. Il serait peut-être intéressant de la structurer sur l'ensemble, effectivement, du lien et de la façon de délivrer le savoir. On a donc une sensibilisation qui reste aussi encore insuffisante. On l'a vu, elle est quasiment faite par les associations et quelques entreprises qui s'activent autour de ça. Mais c'est la structure aussi, on l'a vu dans les premiers résultats quantitatifs donnés par Bernadette, c'est aussi la structure des entreprises qui sont très souvent des PME ou voire des TPE, qui fait qu'elles n'ont pas le temps de travailler à cette sensibilisation. Alors, à l'extérieur de la filière, qu'est-ce que ça nous donne comme menace? Eh bien, la première menace, c'est de se dire, est-ce qu'on a une véritable visibilité du modèle économique de l'air? On sait, le modèle économique de l'air, aujourd'hui, il a besoin justement d'avoir un peu plus de prospective et d'avoir un peu plus d'avance. Pour ça, d'ailleurs, quand vous parlez sur le sondage avant d'un GT qui serait éventuellement un GT prospective, comment on fait pour se projeter dans les années qui viennent et donner encore plus de visibilité et de viabilité au modèle économique des entreprises qui travaillent dans la qualité de l'air. L'affaiblissement effectivement conjoncturel du monde associatif, là, il est dû à la crise Covid directement. Ça a impacté le monde de l'événementiel, ça a impacté le monde de l'associatif, qui a eu besoin effectivement de se rapprocher de ses fondamentaux. Et résultat des courses, on se retrouve avec un affaiblissement conjoncturel qui limite forcément, pour autant, la sensibilisation.
Donc, ce manque de sensibilisation de certains acteurs, on va devoir compenser ce genre de choses. Voilà. Et puis, dans les menaces, il y a ce fameux cloisonnement de la filière R sur lequel il faut absolument qu'on agisse, puisqu'on l'a vu, on a la capacité à travailler avec des domaines complémentaires et connexes. Nous devons, dans la région, travailler effectivement à décloisonner la filière R. Alors, je souhaite finir ce bilan avec quelque chose de positif, c'est-à-dire toutes nos opportunités qui se présentent. On le voit, il y a une conscientisation de l'air qui est de plus en plus importante, qui est liée encore une fois à cette conjoncture que l'on peut avoir de différents sujets qui deviennent des sujets extrêmement importants dans la vie de chacun d'entre nous tous les jours, au quotidien. Le climat, le réchauffement climatique, la notion de santé, la crise Covid, dont on voit que potentiellement la mauvaise qualité de l'air pourrait effectivement occasionner un certain nombre de problématiques. Et puis, il y a quelque chose qui est très important dans les opportunités. Soyons très clairs, ce sont les élections régionales qui arrivent et sur lesquelles j'en suis convaincu, et on le voit, les acteurs du monde politique se saisissent de ce sujet de la qualité de l'air parce qu'ils savent à quel point ça engendre des tas d'autres sujets comme par exemple la mobilité, etc. Une deuxième opportunité importante, c'est l'affichage au niveau national. C'est-à-dire qu'en fait, la notion d'air, la notion de filière de l'air, elle est en train de prendre une ampleur nationale avec notamment des projets comme le plan national santé-environnement numéro 4, il y en a eu 3 avant, et l'ARE, la réglementation environnementale 2020 pour le bâti neuf. Donc vous avez là 2 sujets très importants qui vont nous permettre effectivement de remettre encore au cœur du débat, les sujets relatifs à la qualité de l'air, relatifs aux matériaux biosourcés, relatifs à des solutions peu émissives. Et donc, cet affichage au niveau national devrait nous permettre de continuer à structurer la filière R tant au niveau national qu'au niveau local, avec cette structuration que nous avons commencé avec ADOC et FIMEA. Et tous ensemble, l'objectif, c'est de réussir à mettre en place une synergie des acteurs. L'accompagnement de la région sera évidemment important et ça, nous y comptons. Plus nous serons présents dans cette association FIMEA, plus il y aura d'acteurs et plus on pourra effectivement avoir l'aide de la région, bien évidemment. Enfin, il y a l'évolution des réglementations qui vont être importantes et à ce titre-là, je pense qu'il est aussi très sage que chacun d'entre nous puisse se focaliser et travailler, et qu'on travaille ensemble à ces référentiels, à ces réglementations. Eric, toi qui es mon coprésident sur la région Occitanie, nous avons essayé de travailler à un plan d'action et à effectivement une vision pour 2021. Je vais te laisser la main si tu veux bien évoquer effectivement les 3 plans sur lesquels nous avons travaillé pour structurer ce plan d'action 2021. Oui, merci Fabrice. Alors, juste en prélude par rapport à ça, donc effectivement, ce plan d'action 2020, qui sont faites aujourd'hui que, entre guillemets, des propositions que l'on fait à tous ceux qui veulent nous rejoindre au sein de FIMEA Occitanie, a été bâti à la fois sur les résultats de cette cartographie, bien évidemment, et des besoins qu'on a pu identifier, mais également autour d'une dizaine d'acteurs qui adhérents qui sont déjà au sein de FIMEA Occitanie, qu'ils soient ou publics ou privés, et qui nous ont aidés à travailler sur cette thématique. Alors, ce plan d'action, on a essayé de le décliner en 3 items. Un premier item qu'on a relayé autour de l'écosystème, avec à la fois ce besoin, comme je le disais tout à l'heure, de prise de conscience, de la diffusion, de la sensibilisation de la problématique de l'air et de savoir comment le faire au niveau régional. Et puis, bien évidemment, de continuer à affiner encore notre cartographie, puisqu'aujourd'hui, on a un peu plus d'une centaine de réponses. Mais bien évidemment, tout le monde n'a pas répondu. Donc, c'est aussi de continuer et comme Bernadette l'a précisé tout à l'heure, le questionnaire est toujours actif, et bien de continuer par vous-même aussi de relayer cette information autour de vous, et comme ça qui nous permettra d'avoir une image encore plus fidèle de ce que l'on a pu déjà remarquer au travers de cette première initiative. Le deuxième item est évidemment autour de la partie technique. On le voit bien, la qualité de l'air est
sujet, même si on le vit au quotidien, est quand même un sujet émergent. Et on a avec le besoin de pouvoir avancer techniquement sur des journées techniques. Alors chez Fiméa, on a une typologie qu'on appelle des Fiméales, qui sont des journées techniques au niveau national, mais on en a fait aussi au niveau régional, et qui permettent justement de travailler sur un item précis autour de l'air, avec une première partie en général en matinée qui est plutôt une sorte de présentation avec des experts techniques, avec des initiatives locales qui ont été mis en œuvre et dont on a besoin en lien avec ce thème, et qui ont permis justement de faire un éclairage, un focus, comme on disait tout à l'heure, pensée globale, agir local. Et évidemment, et puis l'après-midi, on est plus sur des échanges entre participants ou dans des relations de B2B ou de B2C, par exemple, qui permettent effectivement de relayer ce message. La deuxième partie, donc effectivement, on travaille sur des groupes de travail, pardon. Alors, au niveau Fiméa national, il en existe 8, si ma mémoire ne me trahit pas. On peut travailler sur l'indice de la qualité de l'air, sur la notion de qualification des épurateurs, sur la qualification des capteurs, ou sur la partie communication, qui est effectivement très important. Et puis, c'est pour ça qu'on vous avait proposé tout à l'heure ce petit sondage sur la volonté, en fonction des besoins qui nous sont propres à notre belle région, des groupes de travail régionaux qu'on vous avait un peu énumérés comme étant des pistes. Et donc, on vous remercie de nous avoir évoqué vos sentiments et vos ressentis. Encore une fois, on a certainement beaucoup d'autres, et c'est avec grand plaisir qu'on viendra vous échanger tous ensemble. Et enfin, un dernier point, parce que je pense que la situation y prête aussi beaucoup, c'est ce besoin de convivialité. Parce qu'évidemment, on est tous confinés, on s'adapte tous les jours au quotidien, mais le distanciel ou la visiocaméra nous a beaucoup aidé à continuer nos activités. Mais à un moment donné, le présentiel est quand même très important, l'échange entre les gens. Et donc, effectivement, tous ces éléments-là, on a envie de les avancer et de les partager avec vous autour de moments de partage, que ce soit autour d'un after-work, que ce soit un petit-déj, que ce soit de plein d'autres éléments. Et encore une fois, avec grand plaisir pour vous y accueillir et partager tous ensemble et faire avancer cette belle filière. Vas-y, Fabrice, je te relaisse la main. Merci Eric, c'est gentil à toi. Voilà, en fait, vous le voyez, hein, on a un plan d'action qui est raisonnable, on a un plan d'action qui est structuré. On souhaite vous accueillir au sein de ce plan d'action. Je suis content de voir les résultats de la deuxième partie du sondage, parce que ça va nous permettre aussi d'orienter ce plan d'action. Et je vous encourage à nous rejoindre pour pouvoir justement travailler ensemble à ces sujets-là. Plus on sera et plus on aura effectivement une vision large, une vision à 360 degrés. C'est très intéressant de voir effectivement que nous avons eu une stabilité, parce que je jetais un petit œil là-dessus pendant tout le webinaire, une stabilité effectivement des participants, et je vous en remercie grandement. On s'aperçoit qu'on a des compétences, qu'on a des besoins et des attentes, qu'on a besoin de mettre en synergie les acteurs, et effectivement on s'aperçoit également que pour la mise en synergie de ces acteurs, on a besoin d'échanges conviviaux. Les ordinateurs, les caméras, c'est très très bien, mais ce dont on a besoin, c'est aussi de se rencontrer et de partager. Et croyez-moi, on a déjà quelques idées intéressantes au sein de Fiméa et de Haddock pour vous organiser quelques événements sympas. Est-ce que je peux avoir un état un petit peu des questions et des réponses, et à ce moment-là, je passerai la main à Eric pour pouvoir éventuellement poser les questions et les réponses qu'on aura reçues sur le chat. Oui, bien sûr. Alors, déjà, un petit premier lieu, vous voyez un peu l'ensemble des participations des participants qui ont œuvré avec nous autour de ce questionnaire, et de tous ceux qui ont répondu
à cet élément et qui nous donne la possibilité de pouvoir marquer leur logo. Alors effectivement, on a eu quelques questions. Alors, Je pense qu'il serait bien, peut-être Eric, si tu es d'accord, je pense qu'il serait bien, effectivement, que voilà, on a les noms effectivement d'entendre les intervenants. Là, vous avez effectivement toutes leurs coordonnées, donc n'hésitez pas. J'aimerais demander, tout en gardant les micros fermés, mais j'aimerais demander à ce que chaque intervenant rallume sa caméra, voilà, de façon à ce que nous puissions tous être présents. Et Eric, je te cède la main pour que tu puisses effectivement poser les questions aux personnes qui se sentent en mesure de pouvoir y répondre. Voilà. alors, donc effectivement, donc on a eu une question pour toi, Christelle. Quels sont concrètement les laboratoires que tu as évoqués lors de tes compétences? Dans les laboratoires avec lesquels j'ai pu échanger, qui avaient répondu au questionnaire, vous m'entendez? Oui, c'est bon, parfait. Merci. Oui, donc je disais, sur les laboratoires avec lesquels j'ai pu échanger, il y a des gens du LCA, laboratoire de chimie agro-industrielle, le LGC, donc le laboratoire de génie des procédés. Il y a des compétences également au LAS, au CIRIMAT. Il y a des compétences au LAPLAS, au niveau du laboratoire d'aérologie qui fait partie de l'Observatoire Midi-Pyrénées. J'en oublie peut-être, mais je crois que j'ai les plus gros, ou en tout cas qui sont représentatifs du plus grand nombre de chercheurs avec lesquels j'ai pu échanger. Lionel, je t'en prie, complète. C'était juste pour dire que ce n'est pas terminé, hein, malgré tout. Il faut pas penser que c'est exhaustif, hein. C'est juste une photographie à l'instant T. Et on est toujours en train de discuter, d'auditer d'autres. Il manque encore des gens, notamment moi j'en connais. Je vois les logos là, j'oublie. Il y a le LMDC sur les matériaux, il y a le JET, le laboratoire de géologie qui fabrique des capteurs passifs à base d'écorce d'arbres et qui mesure les nanoparticules, notamment émises par le trafic routier. Il y a l'IEM à Montpellier aussi. Voilà, il y a l'IEM de Montpellier, oui. Européen membranaire. Voilà. Et l'IMRCP de Toulouse, le laboratoire de chimie, l'IMRCP, qui fabrique des matériaux qui captent la pollution aussi. Voilà. Alors, j'ai deux questions relatives aux formations. Donc, quelles sont les formations accessibles aux jeunes non diplômés dans le secteur du département de l'Hérault? Ça, c'était la première question. Est-ce que quelqu'un souhaite répondre? Bernadette, tu as une possibilité, et sinon je prendrai la main. Non, à mon niveau, j'ai pas eu, j'ai pas d'éléments à ce sujet-là, donc c'est quelque chose peut-être qu'on doit justement creuser et qu'on s'était dit de faire une cartographie des formations existantes, ce serait peut-être quelque chose à réaliser. Donc, C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que on le sent bien. Donc la logique de formation, entre guillemets, la formation sur l'air en tant que, elle est extrêmement diffuse sur plein d'items différents, qu'ils soient environnementaux, qu'ils soient techniques, qu'ils soient bâtiments, qu'ils soient, mais en tant que telle, elle n'existe pas spécifiquement. Et effectivement, ou alors elle est très diffuse au sein ou des universités. On parlait justement de la volonté de créer justement des formations comme la formation dentiste dont j'ai parlé tout à l'heure, qui permettait justement de commencer à faire prendre l'essence dessus. Et effectivement, c'est pour ça aussi, comme le disait très justement Bernadette, qu'on a besoin par rapport à recruter ces profils ou autres, on a besoin d'identifier. Et donc, c'est pour ça qu'on vous a suggéré cette notion de groupe de travail au niveau formation. J'ajoute quand même qu'une des pistes pour le vivre moi au quotidien, c'est certainement les OPCO, qui peuvent être un lien important pour au moins identifier, je pense notamment au travers des CFA ou autres, déjà des pistes intéressantes pour répondre clairement à la question qui avait été posée.
Et la deuxième question que j'avais eue, c'est effectivement, nous souhaiterions recevoir la cartographie des informations. Et j'aimerais tendance à dire, nous aussi. C'est pour ça qu'on veut la créer et participer là-dessus, puisqu'effectivement, aujourd'hui, très diffus et sur une région aussi large que l'Occitanie, peut-être encore plus. Voilà, j'avais d'autres petites questions. Alors, on me demande, bonjour, pourrions-nous avoir la liste des répondants au questionnaire et leur domaine de compétences et d'intervention? Peut-être là, pour le coup, Bernadette, je te laisse répondre sur ce petit point, sur justement comment peut-on diffuser ces informations. Alors, je pense que pour le moment, on va rien diffuser. On va d'abord travailler plus sur élargir cette cartographie parce qu'elle est bien entendu incomplète. Mais effectivement, on va réfléchir à un format de diffusion, que ce soit sur un site internet ou un catalogue ou quelque chose. C'est quelque chose, bien entendu, on va mettre à disposition de tout le monde, puisque l'objectif, c'est que tout le monde puisse avoir le même niveau d'information. Ça, c'est quelque chose qu'on va réfléchir, effectivement, donc au sein de notre petit groupe et de tous les personnes qui voudraient bien travailler sur ce sujet-là, bien entendu. Et puis il y a les événements que nous allons essayer de créer. Nous avons déjà une petite idée où, effectivement, à ce moment-là, vous pourrez tous vous rencontrer les uns les autres sans aucun problème. En tout cas, sachez qu'effectivement, cette cartographie, on a aujourd'hui 104 réponses. Elle existe encore, elle est sur les réseaux. Vous pouvez répondre pour ceux qui n'auraient pas encore répondu au premier questionnaire. Et nous n'hésiterons pas à rentrer en contact avec vous et on pourra effectivement de vive voix vous donner peut-être aussi d'autres informations sur le sujet. Oui. Oui, et si je peux rajouter, si vous avez une demande particulière sur une compétence que vous recherchez pour un projet d'innovation ou de R&D, n'hésitez pas donc à nous contacter. Vous avez donc nos coordonnées. On pourra bien entendu vous mettre en relation directement avec le labo, l'entreprise qui pourrait répondre à votre demande de compétences. D'autres questions, Eric? Oui, et je rajouterai ce que vient de dire Bernadette, de toute façon, évidemment aussi sur les autres acteurs, pour effectivement avancer sur des synergies qui peuvent être identifiées ou à venir. J'ai une question, quels sont les acteurs à solliciter pour faire certifier les performances d'épuration d'un dispositif de traitement de l'air en cours de développement? Je peux peut-être laisser Lionel peut-être voir s'il veut répondre dessus et puis sinon je compléterai. Non, pas du tout. Je pense que là, on parle plutôt de certification, donc c'est plus Oui. une approche aval. Donc c'est pas une approche labo. Donc, je pense que peut-être que tu auras la réponse. Oui, alors en fait, donc certifier les performances d'un épurateur, eh effectivement, vous pouvez le retrouver au travers d'un certain nombre d'acteurs. Hein. Je pense là, ce qui me vient en tête, ça peut être le CSTB, ça peut être un certain nombre d'acteurs de ce type, mais de manière aussi plus concrète. Au sein de Fimea Nouvelle-Aquitaine, on a créé un groupe de travail justement sur la qualification des épurateurs d'air, justement en lien avec notamment les ASCA, pour que justement on puisse participer à l'identification et à la qualification des acteurs de l'air, comme on avait pu le faire à un autre moment donné. Au sein de Fimea aussi sur la qualification des capteurs d'air. Donc effectivement, pour avancer dessus, on peut très bien largement remettre en relation ceux qui l'intéressent avec le groupe de travail de Fimea Nouvelle-Aquitaine qui travaille sur ce sujet. J'ai une question qui arrive. Alors, pouvez-vous diffuser le webinaire que nous faisons avec Nicolas Blondel et LNDC qui parle du bâtiment futur Occitanie, retour chantier, on va le laisser et puis effectivement on va essayer de le mettre
de le mettre en disposition. Parce que comme on a dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement cette visio est enregistrée en replay, et ce qui permettra effectivement de pouvoir avoir le lien et de pouvoir prendre connaissance des différents éléments qui sont dans le chat, notamment. Oui, cette visio va apparaître effectivement sur cette visio apparaîtra effectivement sur la chaîne YouTube d'Adoc. Donc vous pourrez éventuellement aussi la prendre en format MP4 et pouvoir la rediffuser si vous en avez la volonté. Voilà. Eric, si je peux, le webinaire dont on parle, la personne qui pose la question a lieu le 7 décembre prochain. D'accord. Et ce serait dans le chat parce que de mettre un petit lien vers le lien d'inscription. Moi, j'ai retransmis. Je partagerai sur LinkedIn l'information. En effet, le LMDC va intervenir dans cette journée sur les problématiques de pollution de l'air, de qualité de l'air intérieur des bâtiments. Voilà. Alors c'est très bien, Christelle. Ce que je te propose, Christelle, c'est quand tu auras le lien, à moins que la personne qui ait posé la question ait eu le temps de prendre l'intégralité des adresses. Voilà. Donc elle l'a mis dans le chat. Très bien. Donc effectivement, n'hésite pas, Christelle, à nous nommer tous, effectivement, puisque nous sommes tous sur LinkedIn. N'hésite pas à nous nommer tous, effectivement, dans ton post aussi LinkedIn, et nous ferons le relais, c'est promis. Surtout que bon, Nicolas Blondet, on le connaît bien, il fait aussi partie de FIMEA et il travaille avec nous conjointement de façon régulière. Et puis encore une fois, c'est une belle initiative autour de la qualité de l'air, et il faut justement les mettre tous en synergie, donc pas de souci. Très clairement. J'ai une question, je le dis tel que parce qu'elle est en plus sympathique. Merci pour cette initiative et cette proposition de plan d'action. Nous serions intéressés de rencontrer les TPE et PME spécialisés dans la qualité de l'air pour développer le partenariat entre associations de sensibilisation et entreprises. Donc, exemple mécénat compétences, coopération économique, j'ai tendance à dire sans aucun souci et avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Bah oui, bien sûr, avec grand plaisir. Et pourrons-nous accéder à votre PowerPoint de présentation? Je pense qu'effectivement, il sera disponible en même temps que le replay de la visio. Et puis, bien évidemment, vous avez tous nos coordonnées et puis on vous engage et on vous convie à prendre contact avec nous par rapport à ça. Est-ce qu'on a fait le tour des questions, Eric? J'ai toutes les questions qui apparaissent. Donc, est-ce que d'autres personnes veulent intervenir? On a encore un petit peu de temps, tout juste. Mais non, nous n'avons plus de questions. Plus de questions. Eh bien, écoutez, il me reste à vous remercier. Je vous rappelle que vous allez recevoir effectivement un questionnaire de satisfaction. Je vous encourage vraiment à y répondre parce que je crois que c'est le moyen de savoir si, au-delà de la prestation qu'on vient de faire, vous avez compris que nous ne sommes pas des présentateurs de télévision, mais au-delà effectivement de cette prestation, ce qui nous intéresse effectivement dans votre réponse à ce questionnaire, c'est de savoir dans quelle mesure aussi vous avez envie de nous rejoindre dans ce travail de collaboration. J'apprécie souvent de parler de développement symbiotique et je pense que dans la filière de l'air au niveau régional en Occitanie, nous avons besoin de mettre en place un développement symbiotique de façon à mettre en synergie l'ensemble des compétences pour répondre à l'ensemble des besoins et des attentes, que ce soit du côté des professionnels, des acteurs de l'air, soit effectivement des usagers de l'air. Donc c'est très important. Il me reste à vous donner rendez-vous en 2021, puisque maintenant l'année va se terminer tranquillement. On va continuer chacun à travailler effectivement. Et en 2021, on commencera effectivement à animer un certain nombre de groupes de travail. Rejoignez-nous nombreux pour ce faire. Et puis, on mettra en place effectivement, on vous l'a promis, des moments de convivialité. Voilà. Et puis, je vais terminer ce webinaire en remerciant l'intégralité des intervenants, Bernadette, Christelle, Lionel, Eric, et surtout, je voudrais m'adresser à chacun d'entre vous, chacune d'entre vous qui avez regardé ce webinaire,
Je vous encourage à prendre bien soin de vous, à faire attention à vous, à faire attention à vos proches. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Et profitez bien des fêtes de fin d'année aussi quand même. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.